bonjour à tous, c'est le retour du week-end, on est samedi et c'est surtout le retour du MOOC. Ça faisait une belle intro type Big Deal ou TF1, mais non, plus sérieusement, le MOOC, le nouveau produit Reverse, le nouveau MOOC est disponible, il est sur Miami. Je l'ai déjà dit hier, mais c'est la plus belle cover à mes yeux, ou en tout cas débat avec New York. On fera une tier list ou un power ranking avec Shai dans une late session des plus belles couves, mais celle-là, je la trouve absolument magnifique. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt cool aussi. 240 pages dédiées à la franchise de Miami. Une franchise jeune, mais une franchise déjà historique. Franchement, on peut le dire comme ça. Avec des joueurs, des parcours, des équipes, des personnages. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans ce MOOC, dont les frais de port sont offerts pendant les préventes, sont offerts pour ceux qui habitent en France métropolitaine. Il ne faut pas déconner non plus. Mais voilà, si vous n'êtes pas comme moi et que vous habitez en France, bah allez-y pendant la période de prévente. C'est jusqu'au 10 avril, Théo ? Sans doute, j'ai pas du tout la date en tête, mais j'ai donné une date absolument au pif. Sache-le que je t'ai dit jusqu'au 10 avril, Théo. Le 10 avril, je sais pas d'où je le sors. Vérifiez les informations, faut pas croire Antoine sur parole. Le 8. Alors, c'est bien le 10, les gars, c'est ça. Ah bah voilà, j'ai dû l'entendre hier de Shai dans le CQFR du vendredi et ça a dû rentrer quelque part dans un coin de ma tête. Mais oui, donc voilà, jusqu'au 10 avril, foncez, c'est sur le shop, basketsession.com. Franchement, on est comme d'hab très fiers de vous présenter ce MOOC. On en parlera un peu plus en détail encore dans les jours qui viennent, mais vous pouvez vous attendre à ce que chaque CQFR, on va remplacer le trade de Luka Doncic par des commentaires sur le MOOC. Parfait ça. Très très bien. Et on est là d'abord pour répondre aux questions. Non, vas-y Théo, pardon. Non, je rajoute, on vous met le lien, vous trouverez le lien directement vers notre shop en description de ce podcast, que vous l'écoutiez en audio ou que ça soit sur YouTube, vous pourrez trouver tout ça dans la description. Et du coup, je disais, on est là d'abord pour répondre quand même à vos questions, et c'est Shai qui les a triées comme d'habitude. Yes, il y a un sujet qui est revenu assez souvent, qui concerne un peu l'avenir des franchises en reconstruction. On commence avec une question de Philippe et je pousserai un peu. Il y a Erwan qui a posé une question similaire pour pousser un peu la réflexion. Philippe nous demande, parmi les projets de reconstruction, lequel ou lesquels vous font le plus kiffer et pourquoi? Alors il a listé Spurs, Bulls, Pelicans, Nets, Jazz, Wizards, Raptors, Hornets, Blazers. Pour histoire que vous les ayez un peu en tête. Si vous pensez à une autre franchise, évidemment, qui sera en reconstruction, qui ne le serait pas elle-même, éventuellement, vous pouvez la mettre aussi. Et Erwan qui complète cette question que j'ai sélectionnée en se demandant laquelle avait le plus d'atouts pour passer de cancre en 2025 à premier de conférence d'ici quelques années, type Cavs ou Thunder. Ou comme les Pistons, faire une saison catastrophique historiquement et passer la suivante à une énorme progression jusqu'en play-off. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une franchise dans le lot, dans celle qui est citée, qui a quand même un certain Victor Wembanyama. Alors oui, je sais, il y a toujours les histoires autour de sa santé, de son avenir, mais quand même, je pense pour l'instant, les retours sont plutôt positifs sur le fait que Wembanyama va revenir, il va pouvoir rejouer. Et à ce moment-là, les Spurs sont de loin les mieux armés. Une reconstruction, un projet, c'est cool quand il y a plein de jeunes, mais en vrai, vaut mieux un très très bon jeune amené à devenir l'une des superstars de la ligue que 3-4 bons jeunes. C'est pas ça qui te fait vraiment décoller. On a vu des franchises qui ont accumulé des pics et des bons gars, mais en fait, tu n'arrives pas complètement à les développer. Il n'y a pas celui qui te fait passer le cap. Il te faut ta future superstar. Donc j'ai envie de te dire, le projet que je préfère, c'est celui qui a Victor Wembanyama. Et pour le coup, c'est les Spurs. J'aurais pu te répondre à la base, avant d'entendre la liste et de voir qu'il y avait Spurs dedans, j'étais prêt à te dire l'équipe qui va récupérer Cooper Flag, voilà, ça va être ça le meilleur projet, le projet le plus intéressant. Après, celui qui me fait le plus kiffer, pareil, je pense que c'est les Spurs. J'aime bien ce qui se passe aux Blazers, mais il n'y a pas un joueur qui me fait... Tu vois, justement, il manque un peu ce petit truc. Si Cooper Flag arrivait aux Blazers, je pense que le mix de Portland me ferait plus kiffer personnellement que le mix de San Antonio. Mais le mix de San Antonio est trop bien parce que non seulement il y a Wembanyama, mais en plus autour, là maintenant, si on parle des autres jeunes, je trouve que c'est plutôt complémentaire. Sohan, on a vu des choses qui peuvent aller très bien avec Wembanyama. Castle, c'est le rookie de l'année. Devin Vassell, il y a encore des choses à voir, je pense. Il y a voilà, tout ce petit truc-là est sympa. C'est plus une reconstruction, mais le projet jeune du Thunder reste le meilleur projet jeune de la ligue, au passage. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. J'allais dire San Antonio aussi, et je pense que c'est l'évidence. Parce que, en fait, le truc
pour aller sur la deuxième question, là, qui est quelle équipe sera à même de finir première de la Ligue ou première de sa conférence, ça, par contre, c'est le step le plus dur, en fait. Et parce que c'est bien d'avoir des jeunes, c'est bien d'avoir des jeunes talentueux, c'est bien quand ils sont sur la même trajectoire et s'ils fonctionnent ensemble, mais par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que tu as des projets comme ça qui sont intéressants, ça joue bien et ça plafonne parce que tu arrives à des situations qui sont extrêmement complexes de qui tu vas pouvoir faire venir en plus pour te faire passer le cap nécessaire, sachant que tu n'as que des fenêtres de 3-4 ans en gros. Tu as tes jeunes quand ils sont dans leur contrat rookie, parce qu'à la fin, s'ils sont tous très forts, c'est super, mais tu ne pourras pas tous les garder. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est ça que le Thunder est en train de réussir pour l'instant de manière magnifique quand même. Mais il faut savoir que le projet de reconstruction du Thunder, il date aussi. Ça ne s'est pas fait non plus en 2 ans, quoi. Il y a eu quand même en partie la chance que Shai soit aussi fort que ça. Même le Thunder ne pouvait pas imaginer qu'il serait aussi fort. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Il ne suffit pas d'avoir des bons jeunes. Ceci étant dit, je pense effectivement que les Spurs sont le sujet sont l'équipe la plus évidente. Moi, je suis un peu déçu au bout du compte de la saison des Blazers que j'avais trouvé super intéressant en début d'année. Et un petit peu à la manière des Pistons, je suis pas sûr de comprendre vraiment pourquoi ça a été aussi compliqué leur début de saison. Là, il y a des choses qui se passent mieux. Mais comme les Pistons l'an dernier, où franchement, en début d'année, je me disais, cette équipe, il y a quand même beaucoup de talent, elle va pouvoir embêter des gens. Et au bout du compte, la saison était catastrophique. Je souhaite pas du mal à Chauncey Billups en particulier, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a de quoi faire un projet qui soit plus enthousiasmant. Donc moi, j'aime bien cette équipe. Ils peuvent encore accrocher le play-in, hein. Oui, non, mais sur le début de saison, sur le début de saison où ils étaient vraiment dans le trou, là, ça va mieux depuis quelques matchs, mais j'étais un peu étonné finalement que ça prenne autant de temps à prendre forme, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du talent dans cette équipe. Et pour ce qui est de Cooper Flag, moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il atterrisse à Portland. Je trouve que ça pourrait être une équipe vraiment cool. Mais c'est déjà cousu d'avance, les gars. Il va aller à Dallas. Il y a le deal entre Nico Harrison et... Non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Non, pardon, c'est vrai, désolé. Je m'auto-censure désormais. Moi, je suis... l'évidence, évidemment, c'est Antonio, mais après, sur la confiance que j'ai dans certains projets à réussir, j'ai l'impression que le Jazz va bien travailler quoi qu'il arrive, avec un très bon coach, une direction qui sait ce qu'elle fait, mais il manquera peut-être le talent qui va catalyser tout ça, et un peu comme à Portland. J'ai très longtemps été ultra critique, ultra négatif et pessimiste, même avec Billups. Et là, cette année, même Billups montre plus de choses, je trouve, que les autres saisons. Donc eux aussi, il leur manque peut-être le talent comme ça. Sinon, sur les autres, j'ai pas de certitude sur Wizards, Hornets, Raptors. C'est un peu flou, donc je pourrais pas dire je crois en eux. L'équipe que je vois faire le step pour peut-être devenir Détroit, ne serait-ce que d'une saison à l'autre, c'est peut-être Portland, en fait. Peut-être Portland avec un peu plus de régularité. Les autres me semblent un peu loin. San Antonio, si Victor revient tout de suite et que l'équipe est renforcée, ça semble évident. Mais voilà pour moi. Après, Détroit, c'est phénoménal ce qu'ils font quand même. Ouais. Bah oui. Le gap d'une année à l'autre, c'est quand même impressionnant, quoi. Le record de défaites consécutives dans l'histoire de la NBA, et tu passes à possiblement 4e de conférence sans avoir... Enfin, si, ils ont recruté des vétérans, mais ils sont pas fait des All-Stars. Ils ont quasiment la même base avec des vétérans qui sont arrivés. Donc de là à les imaginer faire ce step, c'est clairement remarquable. Mettez du respect sur le nom de mon gars Tobias Harris. Exactement, je pense vraiment que c'est une clé énorme de la saison. Non, je vous laisse avec sur votre île Tobias Harris, moi. Question suivante, question d'Alika Villedmont, qui commence par une référence, vous verrez. La page francophone de Wikipédia sur Tom Thibodeau fait référence à l'article d'un certain Antoine Pimel, publié le 28 mai 2015 sur le site basketsession.com, un site plutôt sympa que je recommande. Je vous livre un extrait de l'article. Cela devait arriver à un moment ou à un autre, c'est désormais officiel. Tom Thibodeau n'est plus le coach des Bulls. Son licenciement était attendu depuis l'élimination de la franchise en demi-finale de conférence lors des derniers playoffs. En réalité, les dissensions entre le coach et l'organisation subsistent depuis plusieurs saisons et Tibbs se doutait qu'il ne serait pas reconduit à la tête de l'équipe la saison prochaine. Tibbs était critiqué pour sa gestion du temps de jeu de ses stars. Certains de ses joueurs n'auraient d'ailleurs pas cherché à le défendre lors des interviews de fin de saison organisées avec le front office. 10 ans plus tard, donc là c'est plus Antoine Pimel qui écrit évidemment, c'est retour à notre auditeur. 10 ans plus tard, Michael Bridges suggère publiquement à Tom Thibodeau de faire jouer les joueurs du banc afin de permettre aux titulaires de souffler. 10 ans plus tard, les Knicks de Thibodeau sont d'improbables contenders, mais des sérieux outsiders.
Les fans espèrent qu'entre une prière et un malentendu, il puisse remporter la bague. Thibodeau est un coach efficace qui s'est parfois montré révolutionnaire dans sa carrière, capable de s'adapter aux circonstances. En 2025, on le caricature comme un ayatollah de la défense. Il a su faire de l'attaque des Knicks l'une des meilleures de la ligue. Pourtant, ce génie du basket est limité par des psychorigidités aussi étranges qu'absurdes. Tom Thibodeau, génial crétin, ne ferait-il pas un personnage absolument fascinant à dépeindre dans un biopic sur Netflix? Et l'histoire est-elle déjà écrite pour lui? J'imagine que ça veut dire le licenciement à la fin de la saison après avoir trop tiré sur son équipe. L'ironie, c'est que là, tu prends le même paragraphe, ça peut marcher le jour où il se fera virer des Knicks, quoi. Enfin, ça peut peut-être marcher le jour où il se fera peut-être virer des Knicks. Du coup, vous voyez ça, vous pensez que c'est écrit, inévitable, Tibbs viré parce qu'il a trop tiré sur la corde, les Knicks limités par son obsession? Non, peut-être pas pour ça. Tous les coachs finissent virés, hein. Déjà ça commence comme ça. Il n'y a que quand tu es Greg Popovich, Steve Kerr et puis Eric Spoelstra que tu te fais pas virer, mais c'est toujours comme ça que ça se termine. Ceci étant dit, Tom Thibodeau, ce qu'il fait, si c'était aussi simple que juste faire jouer ses titulaires, d'autres coachs le feraient. Donc c'est un petit peu caricatural, même si effectivement ça reste quelque part peut-être un des éléments qui reste en tête le plus. Sur la transformation de... En fait, ce qui m'a fait sourire, c'est dans la phrase, c'était le fait qu'il ait transformé l'attaque des Knicks. Bah, c'est surtout le changement de personnel quand même qui fait que l'équipe a changé de visage, quoi. Quand tu ajoutes Karl Anthony Towns, forcément tu progresses en attaque, forcément tu baisses de pied en défense, hein, quand même. C'est pas, je pense que Guillaume, notre collègue Guillaume râlait encore ce matin en fustigeant la défense actuelle de New York. Voilà, c'est effectivement un personnage qui serait intéressant. Après, il y en a un paquet, des psychopathes comme lui, quand même. Quand t'es coach en NBA, genre, je reviens à ce truc-là, vous aviez dû voir là, avec Marc Daigneault, là, qui avait envoyé un gars systématiquement à la table de Marc là, pour empêcher Jokic de faire des remises en jeu, de lancer les contre-attaques sur les remises en jeu. C'est pour montrer le niveau quand même de psychopatrie que c'est d'être un coach NBA, quoi, que tu es obligé de trouver des stratégies, d'inventer des stratégies pour empêcher l'équipe adverse de remettre la balle en jeu trop vite. C'est tous des tarés, hein, enfin, je pense. Yes. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à ajouter. Moi, comme Théo, je pense que tu es amené à être viré de toute façon quand tu es un coach un jour ou l'autre. Je ne sais pas si ça sera vraiment pour ça. Ce sera peut-être plus une question de résultat. Cette équipe des Knicks, moi, je me souviens du début de saison quand tout le monde nous présentait New York comme parmi les 3 grands favoris de la Ligue. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est une équipe solide, mais qui n'est peut-être pas amenée à gagner le titre. Mais si l'objectif, c'est effectivement vraiment d'être champion, il y a peut-être un moment où, force 2, on se dira, non, deuxième tour, ça passe pas. Finale de conf, ça suffit pas. Peut-être qu'il sera viré pour ça. Ce qui serait paradoxal aussi, d'ailleurs, quand tu sais que les Knicks sont quand même quoi qu'il arrive là, une équipe compétitive, sont compétitifs depuis plusieurs saisons, seront sans doute encore compétitifs dans les prochaines saisons à venir, et c'est déjà énorme à New York en fait. Tu vois, c'est un truc, pendant longtemps, il y a eu une vague de creux, là tu as une équipe compétitive sur la durée, ça serait un peu bizarre de virer ce coach juste parce qu'ils ne sont pas champions, mais c'est peut-être ce qui finira par arriver, on verra. Il ne faudrait pas qu'il y ait de circonstances de type grosse blessure d'un joueur majeur pour que l'histoire ne se répète pas avec ce qu'il y a eu avec Derrick Rose, même si pas que de la faute de Thibodeau. Le corps aurait probablement lâché un moment. Je pense qu'on n'est pas revenir une énième fois dessus. Mais moi, je l'ai très souvent beaucoup défendu sur son approche un peu old school, sur plein de choses, côté un peu perché du personnage. J'avoue qu'il tire un peu quand même sur la corde. C'est difficile de le défendre totalement quand il a un peu de banc, il continue de faire jouer les mecs 40 minutes, quand il y a plus 25 et que tu as toujours les Josh Hart et compagnie à 39 minutes, enfin, c'est plus difficile à défendre. Mais je pense qu'avec lui, oui, ça peut pas se terminer trop simplement. Il y a peut-être un moment où le groupe il est en rupture et il a du mal, le message a un peu plus de mal à passer. Là, ça a l'air de bien se passer avec le groupe actuel, hein, et il fait même des apparitions dans les podcasts de Josh Hart et Jalen Brunson au téléphone. Enfin, donc, j'espère pas que ça se finira comme avec Chicago, en tout cas qu'on lui reprochera pas exclusivement l'échec des Knicks. Voilà. Après, c'est compliqué parce que même à Chicago, tu peux lui reprocher l'échec. En même temps, ils ont fait leur meilleure saison depuis Larry Jordan, en fait. Donc, il y a un moment... C'est ça, il faut quand même faire le tri aussi dans tout ça. Mais c'est vrai que ce qui était marrant, c'est toi, Shai, je crois qu'il nous l'avait envoyé dans notre groupe WhatsApp, là, une vidéo où il y a un petit quiz. Il faut déterminer qui sont les 7-5 qui passent le plus de temps sur le terrain ensemble. C'est les trios, ouais. Tous les trios. C'était les trios, voilà, c'est ça, pardon. C'était donc les 7 trios qui passent le plus de temps, le plus de minutes sur le
terrain. Et en fait, les 7, c'est des joueurs, c'est des trios des Knicks, quoi. Donc c'est quand même des trucs de fou, quoi. Je crois que c'est assez révélateur. Ouais. En tout cas, on espère que les Knicks. T'as raison, Antoine, de souligner quand même, de rappeler que faut pas avoir la mémoire courte. Et il y a pas si longtemps, c'était un sujet de blague, les Knicks, et de dépit pour leurs fans. Question de Damien. En écoutant le CQFR de ce matin, je me suis demandé si l'équipe actuelle des Sixers ne serait pas la plus nulle du 21e siècle. Non, on ne va pas parler de l'équipe de 72-73, 9 victoires, 73 défaites, dont il serait permis de douter de l'existence au vu du roster si on n'avait pas les images. Il nous a envoyé les images par mail, je vous les relayerai. Attention de ne pas confondre Fred Carter avec Vince Weiss, et j'espère que vous saurez apprécier la dégaine de Toby Kimball. Voilà, ça c'est pour la photo. Par contre, parlons de l'équipe des Sixers 2015-2016, 10 victoires, 72 défaites. Ish Smith, Nick Stauskas, Robert Covington, Jalil Okafor, Nerlens Noel, Jeremy Grant, Hollis Thompson, Isaiah Canaan, TJ McConnell, Rishon Holmes, Carl Landry, Jakar Sampson. Peu importe qui était dans le 5 ou qui a été tradé, à ce niveau de nullité, tout est interchangeable. Aussi nul soit-il, à mon avis, cet effectif pourtant sortirait l'équipe actuelle des Sixers sur une série de playoffs. Alors d'après vous, les Sixers 2025, équipe la plus nulle du 21e siècle ? Non, quand même. L'équipe qu'il a sortie, là, c'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Juste Quentin Grimes, il met une vitesse à tous ces gars-là. Non. non, je pense qu'avec Yabusele, Grimes, Kelly Oubre, il joue encore là? Je sais même plus où on en est aux Sixers. Non, je pense que l'équipe des Sixers, même j'ai un souvenir des Hornets absolument hideux sur une saison qui se joue pas sur 82 matchs, et heureusement pour eux, parce que sinon c'est la saison post-lockout. Sinon ils terminaient avec le pire bilan de l'histoire. Et le pire, c'est que genre ils sont à 7 wins sur la saison et genre ils en gagnent 4 dans la première semaine, tu vois, ou un truc comme ça. Avec Michael Carter-Williams qui est pas loin de faire. Non. Je dirais qu'il y a eu pire que ces Sixers-là. Ils sont moches, mais il y a eu pire. Je pense aussi quand même. Oui. C'est le différentiel qui est fou en fait. Sur les ambitions de début de saison et les résultats de fin d'année. Moi, par contre, pour le coup, j'ai rarement vu un truc aussi ouf taré où en début d'année, tu dis bon bah si tout se passe bien, ils peuvent espérer faire finale NBA. Par contre, si tout se passe mal, ça peut être problématique. Et c'est même pas que tout s'est mal passé, c'est que même les trucs que tu n'avais pas imaginés se sont quand même mal passés en plus, quoi. C'est bref. Terrible. Force aux fans des Sixers. L'équipe va sans doute pas mal bouger pendant l'été. 2 questions d'Arnaud qui sont connectées, qui sont liées. Larry Bird est mon joueur préféré all-time et je me suis toujours demandé quelle serait sa position dans un classement s'il avait eu un dos qui tenait la route toute sa carrière. Avez-vous un avis sur ce what if ? Et deuxièmement, avez-vous connaissance d'un livre ou d'un documentaire retraçant la carrière, l'histoire de Larry Legend ? Alors pour les livres, déjà, il y a ces autobiographies qui sont vraiment très chouettes. Il y a Drive, notamment. Moi, c'est celui que j'ai. Il y en a un autre, c'est Bird... je sais plus. Il y a au moins 2 autobiographies mais qui sont vraiment très chouettes parce que tu sens, alors, il les a coécrites, mais tu retrouves vraiment sa voix. Il y a plein d'anecdotes. Il a beaucoup d'humour, donc c'est vraiment très intéressant. Sa vie est intéressante, même ce qui s'est passé en dehors des terrains, le rapport avec son père qui s'est suicidé, etc. Il y a des choses assez dures et vraiment passionnantes. Larry Bird, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand il gagnait ses 3 titres, quand il a gagné ses 3 titres de MVP de suite, à l'époque, on se posait la question de savoir si c'était pas le GOAT. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu maintenant avec le temps, mais il était vraiment dans ces sphères-là. Et effectivement, la carrière qu'il aurait pu réaliser avec un dos, je pense que même il y a des matchs, sa dernière saison, alors qu'il est en vrac, là, en 91-92, il sort des matchs de taré, en fait, alors qu'il peut à peine bouger. Pour le coup, je sais qu'on en fait beaucoup sur le côté, il n'était pas athlétique, etc. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il aurait été aussi dominateur s'il avait joué dans le jeu actuel. Ça aurait été... Et Jokic ne fait que renforcer mon impression là-dessus. Ouais, moi, tout ce qu'a dit Théo. Moi, j'ai toujours dit que je pense que ça aurait été mon joueur préféré si j'avais été son contemporain. Enfin, si j'avais grandi avec Bird, le côté, avec la dégaine, le talent, le trash talk, mais pas trop théâtral et énervé. Tu vois, le trash talk posé. Enfin, il a plein de trucs qui sont la personnalité. Voilà, bon, il y a eu la rivalité avec Magic qui s'est finie, qui s'est transformée en amitié. Enfin, il y a plein de choses. Je pense aussi qu'il aurait été incroyable. Et alors, la question du classement all-time, c'est vrai que généralement, il reste aux portes du top 5. Il est rarement mis au-delà du top 5 et jamais en dehors du top 10 non plus. Donc, il est dans une fenêtre un peu compliquée. Il n'arrivera jamais à passer au-dessus pour quelle qu'en soit la raison. Et je pense
il aura du mal à glisser au-delà du top 10 ou du top 15 tellement il a quand même marqué son époque, son époque Larry. Voilà. Mais c'est vrai que Bird, enfin, je sais que c'est une anecdote qui est marrante, mais le fameux match contre les Hawks où il y a les mecs qui sont sur le banc des Hawks, qui n'en croient pas à leurs yeux, après chaque panier, ils ont pris une amende, même si vous ne connaissez pas cette anecdote. Les mecs sont sur le banc et à chaque panier de Larry Bird, ils se prennent la tête, ils se tombent dans les bras, tellement c'est fou ce qui se passe. Imagine le niveau de dinguerie que tu dois avoir atteint à ton époque pour qu'il se passe ça, en fait, sur le banc d'une équipe adverse. Même, tu vois, quand les trucs de Stephen Curry ou de LeBron James, tu vois les mecs qui sont dégoûtés, en fait. Mais ça reste quand même dans le domaine de ce qu'ils peuvent imaginer. Là, sur ce match-là, tu vois que les mecs des Hawks, ils pensent même pas que c'est possible de faire ce que Bird est en train de faire. Donc oui, je partage tout à fait l'avis de l'auditeur dont j'ai malheureusement oublié le prénom, mais... Arnaud, ouais. Voilà, Arnaud, je suis avec toi. Question de Ganga qui nous dit: j'envoie ce message en réaction au titre d'une session sur le site que vous verrez attaché à ce mail, il n'y a que moi qui l'a vu, une session de François Castellar qui évoque le classement mondial des basketteurs en évoquant uniquement des joueurs NBA. Le Noah Lyles qui sommeille en moi ne pouvait pas rester endormi. Alors Noah Lyles, c'est le sprinter, si vous ne connaissez pas, qui avait dit des champions NBA, World Champions of what? Un peu outré que les joueurs NBA, les équipes NBA se nomment elles-mêmes championnes du monde, alors que lui était littéralement champion du monde du sprint parce qu'il courait contre d'autres nations. La définition de World Champion est, je pense, pour nous Européens, assez dénuée de sens. Pour autant que le classement des meilleurs joueurs du monde ne contenant que des joueurs NBA peut peut-être, lui, avoir du sens. Des questions me viennent. Pensez-vous que cela ait du sens, que le classement mondial soit souvent uniquement évoqué par le prisme de la NBA? Du coup, quel serait votre top 5 mondial, votre top 10 mondial? Et à partir de quel moment y a-t-il des joueurs non NBA dans un classement hypothétique? Cette question est motivée par le sentiment insensé en moi qu'il existe un athlète légendaire caché dans le monde pour chaque sport qui n'a pas eu les opportunités d'être assez exposé pour accéder au top du top de son sport. C'était un top 100 le top en question, c'était un Non, top... non, je crois qu'il top 5 ou top 10 mondial. En gros, après, je pense que l'esprit de la question, c'est de savoir à partir de quel moment les joueurs qui sont hors NBA peuvent être considérés comme les meilleurs du monde, et est-ce que ça a du sens, le fameux côté World Champions voilà. Alors le côté World Champions, non, enfin, oui et non. Je pense que ça n'a pas de sens, que tu peux pas t'auto-proclamer World Champion si tu n'as pas joué d'autres équipes en dehors de ton pays. Ceci dit, toutes les équipes le font pas d'ailleurs. Hein. C'est pas systématique. C'est pas dans les années 90, c'était tout le temps il y a marqué World Champion. C'est pas systématiquement le cas. Maintenant, ceci étant dit, je pense malgré tout que l'équipe championne NBA, si elle était amenée à jouer contre les meilleures équipes du reste du monde, serait sacrée championne. Ça, je pense que malgré tout que c'est la réalité. Mais ça me choque aussi que sur le principe, tu puisses t'auto-proclamer champion du monde si tu n'as pas joué sur le principe, en fait. C'est plus sur le principe. Sur la question des tops, je pense qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas en NBA qui seraient devant des joueurs NBA si on faisait un top. Mais la question, c'est de savoir jusqu'à combien tu l'ouvres. Un mec comme Vesenkov, c'est un meilleur basketteur que certains joueurs NBA actuels. Je pense que c'est une réalité. C'est plus une question de fit, une question de ce que tu as envie de faire, toi, dans ta carrière. Donc, je pense qu'il y a des joueurs hors NBA qui seraient devant des joueurs NBA si tu faisais un classement. La question qui est compliquée, c'est de savoir jusqu'où il faut que tu ailles quelque part dans ce classement. Parce que sinon, je pense malgré tout que sur l'élite de l'élite, ces joueurs-là sont en NBA qui reste la ligue la plus relevée et la plus rémunératrice, tout simplement. Ouais, de toute façon, des top mondes individuels, ça se fait pas trop en fait. Il y a des top 100 NBA, mais c'est rare qu'il y ait un mec qui dit voici les 100 meilleurs joueurs du monde et qui réunissent toutes les ligues. Et sur 100, je pense que si on ouvrait à 100, il y aurait des joueurs d'Euroleague dans le top 100. Il y en aurait quelques-uns. Pas beaucoup, mais il y en aurait quelques-uns. Dont la plupart n'ont pas réussi ont eu une petite opportunité en NBA, mais n'ont pas réussi à s'y épanouir. Plutôt qu'à percer. Bon, exact. Le terme épanouir est parfait, ouais. Je sais pas s'il y en aurait dans le top 50, si je suis très sincère. Je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs Euroleague qui rentrent dans le top 50 aujourd'hui, NBA. Donc, quelque part, si quelqu'un fait un top 50 monde, il peut prendre les 50 meilleurs joueurs NBA, je pense que ça passe. Après, du coup, il nous a demandé, et sur les 10 entièrement comme Théo, je trouve que sur l'élite, j'ai dit 50, bon, peut-être que c'est 40 en vérité, je sais pas, mais ce qui est clair, c'est que sur l'élite, c'est les joueurs NBA, quoi. Tu vois, moi, j'adore Vesenkov. Est-ce qu'il est meilleur que Pascal Siakam? Non.
Tu vois, c'est pas simple au final. Et Pascal Siakam, il doit être 35, 40, tu vois, c'est des mecs comme ça. Donc C'est un quelque All-Star quand part. même, Siakam. Tu vois, c'est Ouais, déjà voilà, l'élite et exactement. déjà Ouais, un très haut niveau, quoi. bah, c'est ça. Bah, c'est Donc ça. c'est En pas fait, honteux de pas être meilleur que Pascal Siakam, c'est ce que je voulais dire. ouais, non, c'est clair. C'est pour ça qu'au final, tu vois, même Jamal Murray, il doit être plus proche de la 50e place ou de la 40e place que de la 20e. Bah, tu vois, Vezenkov, je le mets pas au-dessus de Jamal Murray. Donc, en fait, je pense sur les 50 premiers, il n'y a pas de joueur Euroleague, quoi. Et, et pareil, tu vois, si tu prends les Evan Fournier, ça rentre pas dans un top 50 NBA. Vous vous Et rappelez ouais. Ouais. Non, Non, vas-y, vas-y, vas-y. fini. Non, après, j'avais essayé de donner mon top 5 monde, mais vas-y d'abord. Non, mais c'était pour rappeler sur les sondages de début de saison. Est-ce que vous vous souvenez, les joueurs, il y a la question quel est le meilleur joueur international qui n'est pas en NBA? Et donc, ça a été posé aux acteurs de la NBA, aux GM. Et il y avait donc Vezenkov en tête. Mirotic, depuis qu'il est plus en NBA, tous les ans, il est numéro 1 ou numéro 2, en gros. Ouais, ils avaient mis Alexar une année. Ou Là, il y a Nolan Traoré, 4e. Là. Ouais, bah, c'est fou. Ça, c'est fou. Ça, c'est complètement fou. 3e, Eddie Tavares, qui, pour le coup, je reprends l'expression, ne s'est pas épanoui en NBA quand il y a été. Zanan Moussa, pareil. Jedi Osman, peut-être. Bon, lui, il a eu une carrière respectable en tant que role-player en NBA. Derrière, ceux qu'on dévote, Boban Marjanovic, qui était un peu une attraction. Et après, on a Armel Traoré. Quand même. C'est très, très flatteur, c'est cool. Hein. Il y a les deux frères Traoré. Voilà. Donc, il y a aussi un peu une petite méconnaissance, je pense, du plateau des meilleurs joueurs européens, très certainement. Yes. Et est-ce que vous avez, j'ai bien aimé sa réflexion de fin. Il a cette espèce d'espoir ou de certitude ou d'auto-persuasion qu'il y a un joueur qui n'a pas la chance, qui n'a pas été détecté encore, qui peut. Non, mais regarde, par exemple, il y a des trucs. Luka Doncic, avant d'arriver en NBA, en vrai, il est déjà sans doute peut-être dans le top 50. Sauf qu'il n'est pas en NBA, donc tu vas pas le mettre. Mais en vrai, il est sans doute déjà dans le top 50 des meilleurs joueurs du monde, tu vois. Donc là, moi, je pense pas qu'il y ait une pépite, enfin, une pépite non détectée, tu vois. C'est bizarre à dire. C'est pas comme s'il y avait dans le championnat philippin ou chinois un mec en fait qui est super chaud. Et non, mais c'est juste parce qu'il joue pas en NBA qu'on le voit pas, tu vois. Par contre, si tu prends les meilleurs prospects européens, ceux qui sont amenés à devenir des superstars, il y en a pas sur cette draft, mais il y a sans doute des gars comme ça. Tu vois, même Wembanyama, l'année avant qu'il arrive en NBA, il est peut-être pas dans le top 50, mais en vrai, il est peut-être déjà dans le top 100 des meilleurs joueurs du monde. Tu vois, c'est plutôt des trucs comme ça, moi, je dirais. Ouais, je partage. Question suivante de Guillaume. Comme je vois, ou plutôt j'entends que vous ne pouvez pas vous empêcher de parler du pire transfert de l'histoire, je vous pose la question suivante. Quels sont les pires transferts d'après vous parmi les suivants? Celui entre les Clippers et OKC avec en définitive Paul George contre Shai Gilgeous-Alexander. Celui des Nets, Garnett & Co contre l'avenir des Nets. Rappelons qu'ils ont donné le pick qui a permis à Boston d'avoir Jason Tatum. Les Suns, faire venir un joueur qui coûte cher et qui n'a pas vraiment sa place dans l'effectif et qui en plus devrait être au centre d'une reconstruction car intransférable, même s'il a dit qu'il resterait. Je n'imagine pas Booker rester dans ce bourbier. En tout cas, je l'espère pour lui. Entre ces trois situations-là, qui n'ont pas toutes très bien tourné pour les équipes en question, est-ce qu'il y en a un où vous dites c'est vraiment le pire trade de l'histoire? Enfin, ou de l'histoire. Moi, j'en ai un autre, mais... J'en ai un autre à proposer après, mais moi, j'aurais dit les Nets. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils n'étaient pas obligés de tout donner comme ça. Celui des Clippers, c'est d'OKC. Aujourd'hui, on peut se le dire, mais honnêtement, sur le moment, c'est un pari. C'est un pari qui n'a pas été payant, mais c'est un pari qui avait du sens. Voilà, et personne ne savait que Shai serait aussi fort que ça, même pas Doc Rivers, malgré ce qu'il peut clamer. Et puis, tu disais, on a deux des quoi. Paul George, il était quoi, top 6 peut-être à l'époque? Oui. Ouais, il arrive. Il était candidat au MVP cette année, l'année d'avant, je crois. Ouais, exactement. Donc non, tu as deux joueurs du top 5 peut-être que dans ce qui doit être leur prime, ensemble, avec une forte défense, un gros groupe. Voilà, ça n'a pas marché, Ce trade-là, je le trouve pas. Je pense pas que ce soit l'un des pires trades de l'histoire du tout. Ça me fait très plaisir parce que j'allais commencer par ça. J'allais dire ce trade, il est injuste parce qu'on regarde que aujourd'hui. Et on réalise pas le contexte de l'époque que déjà ce trade il est nécessaire pour faire venir Kawhi. Kawhi a mis la pression aux Clippers en mode moi je veux venir mais je veux une autre star, je veux Paul George. Kawhi à ce moment-là, on est en 2019, il vient de gagner le titre, c'est le meilleur joueur du monde. Tu peux pas imaginer ce qui va se passer avec les blessures, les machins. Tu te dis bah ouais attends je vais faire venir le meilleur joueur du monde, je suis forcément gagnant. Shai il sort d'une bonne saison rookie. Mais personne, et Sam Presti lui-même l'a dit, jamais il ne s'attendait à ce que Shai Gilgeous-Alexander devienne une superstar. Ils avaient vu un potentiel, mais ils ne pensaient pas que ça serait un candidat au MVP.
Donc Théo, je rejoins Théo là-dessus. Les pics, en fait du coup, tu envoies un jeune qui va être bon, mais à ce moment-là, personne pense qu'il sera aussi bon un jour que Kawhi Leonard ou Paul George. Tu vas avoir 2 stars, tu vas être candidat au titre. Tu t'en fiches de lâcher 5 pics et chez Gilgeous Alexander. Donc celui-là, je le mets même pas dans les pires trades. C'est un des pires trades après coup sur tout ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu de la malchance en plus du côté des Clippers, franchement, pendant ces 5 années. Il a fait tiquer personne sur l'instant. Exactement. C'était au contraire, c'était un coup de génie. Tout le monde était les Clippers. Tu vois, c'était même jour en plus. Kawhi signe et derrière, bim. Oui, même jour. Et dans la foulée, c'est Anthony Davis qui vient aux Lakers. C'est pas longtemps après, en fait. Tu vois, il y a vraiment ce côté. Les 2 équipes de Los Angeles, les Clippers, c'est de la folie ce qu'ils viennent de faire. Tout le monde est ultra hypé. C'est pas du tout en mode. Quel trade pourri. Moi, je dirais comme Théo, celui des Nets, je le trouve cata. Celui des Nets, c'est pas un trade pour moi, c'est 2. C'est le mix de ce qui se passe avec Boston et avec Atlanta. Parce qu'en fait, dans le même temps, je sais pas si Danny Ferry des Hawks s'est engouffré en mode c'est des pigeons, parce que je crois que celui de Ferry est juste après celui d'Atlanta et juste après celui de Boston. Et s'il dit oula, là je sens le pigeon. Lui, il y a des trucs. Je me souviens, Théo, une fois au bureau, tu avais dit ça date, mais tu avais dit, je suis sûr, le GM des Hawks, il s'est dit, vas-y, rajoute juste ça pour voir s'ils le mettent. Il y a eu des swaps dans tous les sens. Et en fait, tu te dis, mais le trade, il passait, t'enlèves 3 atouts, le trade, il passe quand même, en fait. Et le mec des Nets, donc je pense le mec des Hawks, il s'est dit, attends, je vais rajouter ça, vas-y, remets un tour de draft 2028, tu vois. Et le mec des Nets, ouais, pas de problème, ouais. Mais vous vous rappelez de l'âge de Kevin Garnett et Paul Pierce au moment du trade ? 36 et 37 ans. C'est terrible. Je vous redis le trade. Danny Ange et Danny Ferry, ils se sont tapés ils sont allés manger dans un Brésilien à volonté après, je te le dis, ensemble. Ils ont éclaté la carte bleue. Le jour de la draft 2013, les Celtics, ils envoient Paul Pierce, 36 ans, Garnett, 37 ans et Jason Terry contre des futurs premiers tours de draft 2014, 2016, 2018. Et donc, ça devient Jaylen Brown, Jason Tatum. Faut réussir après, il faut maximiser ça. Mais, voilà, et il y a Pierce qui a dû convaincre Garnett qui avait une autre clause, comme celle de Bradley Beal aujourd'hui. Et ça a été désastreux. Enfin, sur le papier, tout le monde a dit il n'y a que des All-Stars dans le 5 des Nets. Moi, c'est l'année où j'étais là-bas. Donc, il y avait une petite hype au début. Sauf que très, très vite, je voyais qu'ils étaient. Cramé, c'est peut-être Alors, Garnett était cramé, honnêtement, je vous le dis. Il était cramé sur le terrain. Pierce, il avait encore des petits restes sympathiques et il se blessait pas trop cette saison-là. Garnett, je sais même pas combien de matchs il a joué cette année-là, mais c'était une présence plus qu'autre chose. Et ça a été dramatique, quoi. Surtout pour ce que ça. Moi, je sais pas vous, mais tous les ans, j'avais l'impression que pendant 15 ans, il y a eu les Nets sont pas leur pick, ils vont devoir le donner aux Celtics. Donc, sur ça. Mais c'est ça. Parce que... Vas-y, pardon. Non, vas-y, Théo, vas-y. Parce qu'en fait, ils avaient une grosse équipe en fait sur le papier, Brooklyn. Simplement, tu dis, il y avait trop quand même de red flags. Tu dis, ils sont tous vieux. Et derrière, on a donné tout notre avenir, quoi. C'était trop, en fait. C'était pas, c'est ce que tu disais, Antoine, c'est pas qu'il y a eu juste un trade. C'est les 2 trades. Et le fait de miser à ce point sur des mecs qui étaient tellement tous loin de leur prime que c'était ça qui était fou, quoi. Et le truc des pics, en fait, c'est que les pics étaient trop lointains. Parce que là, tu as dit 2004, parce qu'il y a des swaps, en fait. Donc, il y a 2016 et 2017. Ouais. Et tu vois, on est donc en 2013. Tes gars sont vieux. Tu donnes des pics sur 4 ans. Parce qu'au début, 2014, les Nets, ils sont bons. Ils font demi-finale de conf contre le Heat avec Jason Kidd en coach qui était vachement en mode small ball lui aussi. C'était précurseur aussi. Miami avait été un des précurseurs du small ball avec Shane Battier. Mais les Nets aussi, en fait, de Jason Kidd. Il y a quelque chose qui se crée et ils font un deuxième tour de playoff. Mais derrière, ils ont misé sur... C'est Deron Williams qui a lâché le premier aussi, enfin avec Garnett qui était à la rue. Et ils ont misé sur que des vieux. Et à partir de 2016, il n'y a plus rien, il n'y a plus de masse salariale, tu n'as plus rien pour reconstruire et tu n'as plus de pic. Et c'est pas comme aujourd'hui où les Nets, qui se sont retrouvés dans la même situation d'ailleurs, ont réussi à récupérer leur pic pour pouvoir tanker. C'est qu'à un moment, les Nets ont été nuls parce que plus de joueurs, pas de signature et pas de pic. Ils ont eu quand même le 3e choix en 2016, c'est là où les Celtics prêtent Jaylen Brown, et ils ont eu le 1er choix en 2017.
on n'en parle pas beaucoup, mais le premier choix de 2017, c'est les Sixers qui draftent. Donc on l'oublie. Mais en fait, c'est le choix des Nets. Et les Celtics envoient leur premier choix, pareil, encore un coup de génie, envoient leur premier choix pour récupérer le troisième. Ouais. Les Sixers piochent en premier, du coup, Markel Fultz, et les Celtics piochent Jason Tatum avec le pic des Sixers. Mais ils avaient eu 3 et 1, quoi, les Nets. Moi, j'allais dire justement, le trade que je voulais rajouter, moi, c'était celui-ci. C'est celui de 2017. Les Celtics qui échangent leur premier pick contre le troisième pick des Sixers et qui récupèrent au passage, ils ont récupéré d'autres picks dans le trade, et du coup, tu récupères Jason Tatum. Et le coup de génie de Danny Ainge, c'est ça le plus dingue, en fait. C'est que dès le début, il a dit, le joueur qu'on veut, il sera pas là avec le premier pick. On n'a pas... Et en fait, Danny Ainge fait tellement flipper tout le monde que les mecs se sont dit, non, il bluffe. Il bluffe, c'est pas possible, c'est sûr qu'il bluffe. Et ce trade-là, c'est un trade de... Mais avec le recul, c'est un coup de génie. Ouais. Mais c'est quasiment au sommet de la... C'est ça, et peut-être les Celtics, ils récupèrent Bill Russell contre, je sais pas, une boîte de thon et un pack de bière, quoi. Où les Celtics... À chaque fois, c'est les Celtics qui arrivent à choper Larry Bird en jouant sur une clause qui leur permettait de le drafter 1 an avant tout le monde. Du coup, c'est les seuls qui ont l'idée de le faire. C'est un truc de malade, ce trade-là, quoi. Il y a tellement de what if sur ce trade, parce que si les Sixers ont Jason Tatum, tout le processus derrière est différent. On est en 2017. Ils ont déjà Ben Simmons, ils ont déjà Joel Embiid. T'imagines, tu vois, il y a tout un truc, il y a toute une histoire parallèle qui s'écrit si jamais les Sixers arrivent à récupérer Jason Tatum cette année-là. Et un dernier mot sur du coup le trade qui était proposé celui des Suns. Pour le coup, il y a un truc en commun. Le trade de Bill, quand il est arrivé, on était quand même pas très personne n'était vraiment très chaud, quoi. Il y a eu quelques petits, ça fait un big three, c'est cool, mais tout le monde savait qu'il avait une autre clause. Et ça sentait pas bon tout de suite, en fait. Donc lui, il peut rester. Il va peut-être aussi rester dans les très mauvais trades de cette période. Honnêtement, c'est même pas un mauvais trade. C'est un trade débile, en fait. Je suis désolé de le dire comme ça, parce qu'en fait, même nous, regarde, nous, on n'est pas des GM. On n'est pas des GM. On est juste chez nous. Alors, ok, c'est notre boulot, mais on a les mêmes informations que tout le monde. Et dès le début, on a dit, mais ça n'a pas de sens de faire ce trade parce que ce joueur-là, c'est pas celui qui leur fera gagner un titre. Et le risque est trop gros. Franchement, c'est littéralement ce qu'on s'est dit tous les trois, non? C'est ce qu'on a dit tous les trois, quoi. Donc comment c'est possible que nous, sans être sur place, on ait pu prédire à ce point ce qu'allait se passer? C'est juste trop... Non, je suis désolé, c'est le terme, c'est juste débile, en fait. C'est même pas un mauvais trade, ça va au-delà de ça, parce qu'il n'y a rien qui... Je continue de pas comprendre vraiment quel était le scénario. Alors, je dis pas, hein, je pensais qu'ils auraient été meilleurs, notamment en saison régulière. Ça, j'avais pas imaginé qu'ils seraient à ce point catastrophiques en saison régulière. Mais je continue de ne pas voir quel pouvait être le scénario idéal pour Phoenix qui méritait un tel trade, en fait. C'est l'envie de star power d'un proprio qui arrive, et ça s'est vu plusieurs fois, hein, mais peut-être on ne sait pas quel est le rôle des stars. Est-ce qu'ils ont été consultés? Ouais, il nous faut un Big Three. Ouais, ça, on ne sait jamais, surtout les équipes avec KD où ils donnent l'impression de ne pas avoir été consultés, mais alors qu'en fait, ils étaient quand même dans le truc. Mais a posteriori, quand ce sera terminé, c'est-à-dire probablement cet été, hein, quand l'équipe va changer, je pense que il rentrera clairement dans la case des trades assez ahurissant. Question suivante. Question de... Je l'avais noté sur le côté, excusez-moi, de Bri Fouda. Shaq était un monstre physiquement et dominant à son époque. Mais avec l'évolution du spacing et l'importance du tir à 3 points aujourd'hui, pensez-vous qu'il aurait eu la même domination? Aurait-il été aussi efficace dans une NBA qui favorise les big men capables d'écarter le jeu? Aurait-il seulement fait un three-peat? Moi, je te réponds tout de suite. Bien sûr que oui, parce que regarde, Jokic, il domine dans la peinture. Encore plus, imagine Shaq avec 4 shooters autour de lui. En fait, 5 shooters, c'est bien, mais il y a plein d'équipes qui jouent avec moins que 5 shooters. Tu mets Shaq dans la raquette, il n'y a pas... Déjà, on aurait eu plus de pivots lourds en NBA parce qu'il y a des équipes qui auraient pris spécialement des pivots lourds pour essayer de tenir Shaq. Donc, ça aurait relancé un peu la mode des pivots lourds. Et juste Shaq, donc il aurait tellement dominé dans la peinture, il y aurait eu des prises à 2, des prises à 3. Il aurait passé son temps à ressortir la balle sur les shooters autour de lui. Ça aurait marché. Les joueurs dominent. En fait, c'est simple, on va partir d'un postulat. Les joueurs qui ont dominé cette ligue, quelle que soit l'époque, la plupart, 99%, auraient dominé la NBA à n'importe quelle autre époque, en fait. Ça aurait marché. Si tu as été un grand, tu aurais été un grand n'importe comment, parce que soit ton jeu serait adapté, mais même si là, on prend le Shaq des années 2000, donc on ne le fait même pas grandir autrement, on le transfère, on le met là dans la NBA actuelle,
Il roule sur des gens. Genre, vraiment, je pense qu'il fait souffrir. Il y a des gens qui souffrent. Je pense que les gens, mais c'est normal, hein, peuvent pas se rendre compte de ce que c'était le prime Shaq là, des Lakers. Il y a aucune réponse face à un gars comme ça, en fait. Il n'y avait pas de réponse. Et comme toi, Antoine, s'il jouait aujourd'hui, il dominerait de la même manière. C'était un très bon passeur, Shaq. Il n'avait pas besoin de passer tant que ça. Il aurait développé cet aspect de son jeu encore plus. Et c'est exactement ce que tu dis, Antoine. Tu lui donnes la balle, il marque, t'envoies des prises à 2, des prises à 3. Si t'as des shooters autour, t'es mort. T'es mort. C'est le seul aspect où je me dis que Shaq aurait peut-être eu un peu plus de mal, c'est dans les aspects défensifs. En défense. Parce que à cause de la règle des 3 secondes dans la raquette et de la manière dont fonctionne maintenant dont tu es arbitré là-dessus. Mais il y a même un scénario où tu te dis, bah non, dans ce cas-là, si on le met maintenant, on met le Shaq qui aurait grandi dans la NBA, enfin avec le basket moderne. Donc autant je pense pas il serait devenu un joueur particulièrement adroit de loin, mais par contre, il faut revoir les images de Shaq Orlando aussi pour voir ce que c'était. Ah là là. Voilà, c'est Parce que c'est ça, en fait. C'est Giannis en plus fort, quoi. Quand il est aux Lakers, c'est pas simplement qu'il s'est laissé aller et il s'est laissé prendre du poids. Il a voulu prendre du poids pour devenir encore plus inarrêtable dans le jeu de l'époque. Mais si tu transposes le Shaq d'Orlando, là, qu'est-ce que tu fais contre... C'est ce que tu dis, c'est Giannis avec 20 kilos de plus. Il aurait dominé sans problème. Regardez les images, hein, si vous avez jamais vu le Magic de cette époque, parce que c'était quand même cool avec Penny. Et puis Shaq juste bondissant, qui cavale, svelte, toute proportion gardée, mais vraiment athlétique. C'est dingue. Et quand tu vois après le passage aux Lakers, et c'est important ce que tu as dit, Théo, je trouve, sur l'image que les gens ont du Shaq, même parfois ceux qui l'ont un peu vu jouer à l'époque. C'est un autobus, et puis tu pouvais rien faire parce qu'il était juste puissant et rien d'autre. Mais il a des mains, Shaq, en fait. Alors, des mains gigantesques, et il prenait le ballon comme un pamplemousse, mais il avait des mains, il était capable de passer la balle. C'était un joueur assez à l'aise techniquement aussi, contrairement aux apparences. Donc, je pense aussi qu'il aurait dominé à cette époque de manière différente, certes, mais il aurait dominé. Et il était agile aussi. Hein. Limite, l'une des vidéos que je trouve les plus incroyables qui montre les qualités athlétiques de Shaq, c'est même pas une vidéo de basket, c'est une vidéo où il fait une battle de danse avec LeBron ou Dwight Howard, je sais plus, et il fait une coupole. All-Star Game, là, le mec fait 2m18, je sais même pas quel poids il fait à ce moment-là, quoi. Facile 60 kilos. Ouais. D'où tu es capable de bouger comme ça. Ça arrive pas, en fait. Ça existe pas, en fait. C'est le Star Game à Phoenix, non? Je sais plus où ils font le... Je sais plus, ça. Et il a bien fait de donner sa taille. Il est grand, Shaq, en fait. Il est super grand. Et, pas beaucoup de monde dans la NBA actuelle capable de rivaliser avec sa taille, etc. Ça aurait été terrible. Tu sais, s'il avait grandi dans la NBA actuelle, enfin dans le basket moderne, les mecs lui auraient fait faire des exercices de gym, des trucs comme ça, un peu pas au point de... Pas tant sur les exercices de souplesse que peut faire Wembanyama, tu vois, mais en termes d'agilité, ils auraient encore plus misé là-dessus dans sa préparation. Ça aurait été un délire. Ouais. J'ai une dernière question pour vous, messieurs. Alors, il y a Shaq à nouveau dedans. Question de Laurent. Je ne suis pas du tout un spécialiste de basket, mais je me pose une question concernant le QI basket dont on parle. J'aimerais savoir ce que signifie pour vous ce terme. En effet, comment peut-on arriver à ce niveau de jeu sans avoir un minimum de compréhension du jeu? Est-ce possible de combler son manque de QI par d'autres aptitudes, techniques ou physiques? Sans vouloir dénigrer qui que ce soit, je me demande si par exemple Shaquille O'Neal, qui visiblement a des analyses vraiment pas très poussées sur le jeu aujourd'hui, avait un haut QI basket. Est-ce qu'on pouvait voir quand il jouait que JJ Redick avait un haut QI basket? Pourquoi on parle tout le temps du QI basket de Boris Diaw, mais pas vraiment celui de Tony Parker? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais merci à vous si vous pouvez me donner votre avis. Alors, il y a plein de choses. Hein. Je pense que Shaq avait un QI basket, et je pense que c'est différent d'avoir un QI basket quand tu es basketteur et que tu es joueur, et que tu réagis en direct à ce qui se passe autour de toi, et être un chroniqueur dans une émission qui valorise quand même les prises de position fortes. Je pense que c'est des choses très différentes, quoi. Tu peux briller en ayant un QI. Il y a aussi des profils de joueurs qui sont différents, en fait. Il y a des joueurs qui n'auraient jamais pu faire la carrière qu'ils ont faite s'ils n'avaient pas développé une compréhension du jeu fine à ce point. Alors, c'est un petit peu un cliché, mais si tu regardes parmi les meneurs de petite taille ou les meneurs qui sont peu athlétiques avec beaucoup de guillemets, ces joueurs-là n'auraient jamais pu se faire une place au plus haut niveau s'ils n'avaient pas une éthique de travail de taré et s'ils n'avaient pas eu la compréhension fine des choses. Par contre, effectivement, si tu es un athlète hors du commun, tu peux quand même te faire une place au soleil. Enfin, une place si tu travailles, que tu as de la chance, etc. Et je pense qu'effectivement, ça peut compenser dans une certaine mesure
un QI basket élevé. Là aussi, je vais faire je vais prendre un cliché, c'est plus simple pour illustrer. J.R. Smith avait tellement de qualités athlétiques et des qualités techniques que ça lui a permis quand même d'être un joueur important d'équipes qui ont gagné, en étant, je pense que c'est pas lui faire injure de dire que c'était certainement pas le joueur qui avait le plus haut QI basket de son équipe. C'est le joueur qui connaissait le moins le score des matchs. Par contre, c'était un joueur très fort en fait. Au Knicks, il était très fort. Avec Cleveland, il a permis aux équipes de gagner. Donc voilà, je sais pas si j'ai pas répondu à l'essentiel de toute la question, mais je vais commencer comme ça. Je te laisse la parole, Antoine. Yes, mais moi je pense que tu as mis le doigt dessus. Le QI basket, on nous a demandé un peu la définition, c'est comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est différent d'être forcément un bon joueur. On peut le voir même à tous les niveaux. Moi, je le vois à mon propre niveau. Il y a des gars qui sont forts individuellement, c'est des bons basketteurs, même des meilleurs basketteurs que moi, mais ils comprennent pas nécessairement parfois ce qui se passe. Et quand tu vois après leur lecture des choses, leur lecture du jeu ou leur façon d'interpréter certaines choses, tu te rends compte, tu te dis, en fait, tu captes pas ce qui se passe là, tu vois. T'es fort, mais tu captes pas vraiment ce qui se passe. Donc je pense que ça définit un peu le QI basket. Ça marche à tous les niveaux. Et je me souviens plus maintenant de la première partie de la question. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit, si tu permets, Antoine. Parce qu'il y a même des joueurs, en fait, et ça existe au plus haut niveau, mais ça existe aussi à des niveaux inférieurs, qui vont faire la bonne action parce qu'ils ont limite, j'ai envie de dire, qu'ils comprennent même pas forcément ce que eux font, en fait. Et pourquoi c'était le bon move au bon moment, etc. Parce que les choses sont instinctives. Et en fait, il y a un petit peu, je sais pas si c'est une injustice, mais si tu as peu de talent, comme c'est... Je vais prendre mon cas, j'avais pas de talent pour le basket, juste j'adorais le basket, et le petit niveau que j'ai eu, c'est parce que j'ai été obligé de comprendre ce que j'étais en train de faire, même d'un point de vue technique, en fait. De comprendre, parce que j'avais pas d'aptitude, j'avais pas de facilité particulière. Mais les mecs qui ont du talent... Certains n'ont pas forcément besoin en fait de tout comprendre en détail. Ils vont dire je sais pas. Enfin, tu sens que c'est inné un petit peu. Et pourtant, est-ce que c'est moins du QI basket s'ils sont pas capables de te l'expliquer, mais qu'ils l'ont réalisé quand même la bonne action au bon moment. Tu vois, c'est pas simple ces questions-là. Ouais. Pardon, je t'ai coupé la parole du coup. Non, t'inquiète, je savais plus quoi ajouter de toute façon. Je me souvenais plus pourquoi on était amené à parler du QI basket de chaque. Oui, si, il y avait forcément du QI basket. Oui, j'avais juste 2 secondes juste sur les consultants. Je pense qu'en fait, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Et tu peux pas complètement décerner, tu peux pas te dire ok, Shaq est un mauvais consultant, est-ce qu'il avait du QI basket ou non, parce que comme tu l'as dit, c'est une émission de divertissement, il y a un objectif délicat, je pense qu'il regarde pas plus que ça les matchs. Par exemple, si je prends l'exemple d'un Gilbert Arenas, il peut te lâcher des dingueries. Et je pense que c'est souvent pour le buzz ou parce qu'il est un peu spécial comme personnage, mais en vérité, il a aussi des analyses basket parfois très très pertinentes et très très intéressantes et très développées. Et tu te dis, tu vois, si tu écoutais que ça, tu te dirais, il y a du QI basket là, comment il comprend et connaît toutes ces choses, tu vois. Donc, c'est un peu particulier le monde des consultants. Ouais, je pense que tu peux pas arriver à ce niveau-là, effectivement, sans avoir ce qu'on appelle communément le QI basket, mais il y en a qui sont plus définis par ce terme-là que d'autres. Là, dans l'exemple Boris Diaw, Tony Parker, évidemment que Tony Parker elle avait un QI basket, en plus le mec jouait meneur. Mais Diaw, il y avait plus de finesse dans la compréhension de certaines situations, de trucs que c'est un peu personne d'autre les aurait vus, où il compense parfois ce qu'on peut interpréter comme des limites physiques ou athlétiques par le cerveau. Moi, c'est comme ça que je le vois un peu, et ça veut pas dire que ceux qu'on cite pas n'ont pas du tout de QI basket, quoi. Mais ça tient aussi à leur personnalité en tant que joueur. Parce qu'en fait, je pense que Tony Parker avait un haut QI basket, et voilà, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite sans ça. Simplement, c'était avant tout un attaquant, un scoreur, alors que Boris Diaw était avant tout un créateur. Donc finalement, je pense que le QI basket de Boris Diaw est plus facilement perceptible parce que tu le vois créer pour les autres, être dans les feintes, etc. Mais c'est des choses différentes. Et pour revenir, l'autre élément, pour revenir sur la question des consultants, c'est que tu peux avoir un QI basket élevé et être stupide, en fait. Tu peux aussi être un gros teubé, pas comprendre, être inculte et avoir un haut QI basket, en fait. Donc tu peux... Je pense qu'il n'y a pas forcément toujours de corrélation entre les deux. L'exemple du foot, un peu, pour finir là-dessus rapidement, Antoine, ça lui parlera aussi, mais sur un joueur qui, je ne dis pas qu'il est bête, attention, mais un joueur qui ne paraît pas être le plus intelligent, il y avait Franck Ribéry, dont les mecs se moquaient un peu de l'inculture sur certaines choses.
sur le terrain, c'est un des plus énormes QI foot, pardon, QI foot de l'histoire du foot français. Pour moi, la lecture des situations, l'intelligence situationnelle, elle était exceptionnelle chez Ribéry. C'est pour ça que c'était un très grand joueur. Alors qu'à côté, les mecs se moquaient de ses fautes de français. Enfin, voilà. Bref, c'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Très bon exemple. Ouais. Ouais, et puis après, sur la culture, effectivement, être cultivé ou pas, ça n'a pas de rapport direct avec l'intelligence de toute façon, que ça soit sur le terrain ou pas. Exactement. Voilà, messieurs, pour la session de cette semaine. Merci à tous pour vos questions envoyées pour la prochaine, cqfr.rivers@gmail.com. Yes, tout à fait. Bah, tu as bien fait de rappeler l'adresse. Vous retrouverez demain le Hoop Culture et nous, on se retrouvera lundi pour un CQFR du week-end. N'oubliez pas d'aller checker Basket Session sur le shop, les préventes. Pendant les préventes, le nouveau MOOC Miami. Les frais de port, enfin les frais de livraison sont offerts en France métropolitaine jusqu'au 10 avril. Donc, du coup, c'était la bonne date. Allez, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao, bon week-end. Ciao à tous. Is out there, and it's either play or get played.